Le monde des beaux-arts, c'est un monde dans lequel, justement, les femmes ne sont pas souvent visibilisées, notamment en Afrique et quand on descend un peu plus en Guinée. Mais quand on s'intéresse un peu au domaine, on peut découvrir des pépites qui peuvent servir de figure pour nous. Moi, j'ai juste envie de dire que le couloir de l'art, ce n'est pas un couloir exclusivement dédié au genre masculin. C'est un couloir que tout le monde peut occuper et y insérer un écosystème, une vision de la collaboration artistique. Bonjour Oliab, je suis Fatoumata Kouyaté, alias Lettre Vagabonde Fatoumata ou LVFM. Alors, il faut dire qu'à la base, je n'avais pas du tout en tête d'être artiste. J'ai fait le parcours classique comme tout bon Guinéen. Je pense aussi comme tout bon Africain que les parents encouragent à faire des études pour être dans les formats les plus, disons, élitistes et classiques de la société, médecin, entrepreneur, comme tu l'as dit. Je pense que l'art est venu à moi dans une période où j'avais beaucoup de doutes et j'ai été encouragée par mes amis puisque avant je dessinais, j'écrivais, je peignais beaucoup plus en cachette, mais comme j'avais un rapport à mes réseaux sociaux qui était très, disons, ouvert, ben, ils m'ont dit, mais partage davantage ton travail et puis tu vois que les gens vont aimer. Puis il y a Kankou un jour qui m'a dit, Fatou, on a un petit budget, on va acheter du matériel et puis on va te professionnaliser. J'ai fait, quoi? Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai fait mes premières œuvres. À l'époque, il y avait la Semaine africaine de l'UNESCO. On m'a appelé, on a dit de travailler sur la thématique de la résilience face justement à l'agriculture et à la protection de l'environnement. J'ai fait une œuvre qui est partie, enfin 3 œuvres qui sont parties le jour même. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Moi, c'est mon papa qui m'a initiée au dessin. J'étais toute petite et bon, il jugeait que j'étais pas mal intelligente. Donc, j'ai commencé à dessiner, par exemple, dans les livres de sciences de la vie et de la terre, les grenouilles et tout ça, ou la carte de l'Afrique. Pour moi, c'est comme ça, c'est parti. Après, je suis allée au Gabon, où dans un cursus qui ressemble beaucoup au cursus français, j'ai fait beaucoup d'art plastique au collège et puis quelquefois au lycée. Donc, disons que j'avais de l'habileté dans ce domaine-là, mais sans que je me projette. Mes parents, ça s'est plutôt imposé à eux quand j'ai fini mes diplômes et qu'ils ont vu que j'étais de plus en plus exubérante dans ma manière de travailler, de communiquer même. Mais je dirais que ça a commencé plus par l'écriture et c'est l'écriture qui est devenue art plastique aux yeux du monde. Mais c'est vrai que les deux canevas, je les faisais déjà, enfin les 2 arts, je les faisais déjà un peu plus dans mon coin, dans mon monde. Oui, j'ai commencé à le considérer comme un travail quand je suis venue en France, pas en Guinée du tout. Moi, j'ai grandi au Gabon, j'ai eu mon baccalauréat et art plastique, c'est une matière comme une autre. C'est comme art dramatique, c'est comme mathématiques, c'est comme sciences. Donc, j'ai vu ça au collège, puis au lycée. D'ailleurs, c'était ma matière de choix au baccalauréat. J'ai eu 19 au baccalauréat en art plastique, donc c'est pour te dire. Mais je ne l'avais pas considéré comme... Pour moi, c'est juste, je sais le faire, ça s'arrête là. Mais jamais, avant que mes amis m'y avaient encouragé. C'est juste, je n'avais pas la projection. Je me suis dit, ah, mais quelque chose que je sais faire, je vais le vendre. Allez, c'est du dessin, quoi. À la limite, Bailo, viens, je te fais ton dessin, mais ça s'arrête là. C'est véritablement Kankou. Et franchement, je la remercie pour ça, qui a dit, Fatou, toi là, ton truc là, on va le professionnaliser, on va faire un truc très très correct, on va exploser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à véritablement dessiner dans un premier temps, pas pour vendre systématiquement, mais dessiner pour montrer au monde que, regardez, je sais le faire. C'est déjà un savoir-faire que j'assume à présent. Avant, c'était plus une passion qu'un savoir-faire assumé, tu vois, dans le sens de la professionnalisation. Écrire sur les réseaux sociaux a fait venir plein de femmes autour de moi qui ont les unes après les autres, relater leur vécu, leurs problématiques, les violences qu'elles subissent et tout. Donc moi, c'est de ça que vient justement ma plume pamphlétique. Parce que quand j'aborde ces histoires-là, je suis très pamphlet. Je ne sais pas si tu as lu Mi soumise, mi pétasse. Voilà, ça c'est un texte hyper pamphlétique. J'ai aussi écrit Cher humaniste de Pacotille. Donc j'écris dans ce registre-là des lettres vagabondes. Je suis beaucoup plus dans un militantisme hard, disons un militantisme radical qui va aller chercher justement le problème à sa source, essayer de
l'enlever en fait, enlever l'épine de la botte de foin, tu vois. Donc c'est que des réalités que j'ai vécues dans ma vie de tous les jours en tant que femme, que je vis encore aujourd'hui, qu'on m'oppose en tant que femme, le rappel à la condition, le rappel à l'horloge biologique, le rappel au statut de femme, le rappel au fait d'être peut-être trop intelligente pour être mariable, le rappel de femmes autour de moi, ma mère, ma sœur, mes amis, mariées ou pas, qui ont subi du harcèlement sexuel, qui ont subi, par exemple, du harcèlement psychologique, du cyberharcèlement, qui ont été violées dans leur vie, dans leur chair et dans leur enfance. Donc, c'est tout ça qui, moi, m'explose à la figure et qui me met en colère, qui me font écrire. Mais je ne suis pas que dans cette forme de radicalité, puisqu'il y a un aspect très éducation aussi. J'essaie d'avoir une sorte de formule, de procédure qui impacte l'autre, mais le fait adhérer aussi à une sorte de forme de conscientisation de la société. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive plutôt à bien faire, puisque j'ai de très bons retours de lecteurs très silencieux quelquefois autour de moi, qui me rappellent par exemple, ah oui mais j'ai lu ça, ce que tu as écrit là, qu'est-ce que tu en penses, ou voilà. So, c'est ça, c'est une réalité que je vis en tant que femme, donc, enfin, à laquelle je suis solidaire, mais qui fait aussi m'indigner, tu vois. Mon rapport au livre est très particulier. C'est-à-dire que Lettres vagabondes, c'est pas un nom qui est venu de nulle part. Pour moi, c'est un ensemble de lettres et de messages itinérants. Et pour moi, cette itinérance-là doit rester dans une forme de liberté absolue. Moi, quand je ressens quelque chose et que je l'ai dit, c'est fini. J'adore lire, j'aime le livre, mais je ne me vois pas dans un livre forcément. Là où je pense qu'on me lit, je suis là-bas. Le réseau social est mon meilleur canevas. Et plein de gens dans des maisons d'édition m'ont contacté. Et jusqu'à présent, je sais pas. Pourtant, comme je t'ai dit, j'ai 300 pages quand même. Et c'est sur tellement de sujets. Sur l'amour, sur la mort, sur la vie, sur la femme, sur l'homme, sur même la condition des enfants. J'ai toute forme de sujet, quand ça me touche, je l'aborde. Maintenant, est-ce que je le vois dans un livre? Ça, c'est l'autre question. Et pour le moment, je suis tellement pas prête que... Donc, le livre, est-ce qu'il me faut un livre pour être lu? Sachant aujourd'hui le rapport que la jeune génération a au livre, je peux interroger cette méthode-là. Pour moi, il n'y a pas de canevas idéal pour s'exprimer, clairement. Que ce soit à l'oral, à l'écrit ou tout. C'est juste, il faut avoir une sorte d'identité, une sorte de personnalité que tu peux, comment dire, opposer aux autres ou faire valoir dans une sphère bien donnée. Et comme moi, ma cible, elle est très africaine, bah, pour moi, le livre, pour le moment, une lettre vagabonde, je ne sais pas si ça sort maintenant, si on va aller l'acheter. Et franchement, tout le couloir, le processus d'exploitation ou même de divulgation ou même de rendre le livre accessible aux autres. Je ne suis pas encore dans ça. Moi, je suis dans la promotion de l'expression de soi, de la promotion de la lecture ou d'écrire ce qu'on vit au quotidien. Je suis dans la promotion de l'expression simplement, pas forcément dans un livre. Le rôle de l'artiste évolue incessamment. Ça évolue tout le temps. Et les artistes sont les reflets de leur société, de leur environnement, de leur vécu et portent des engagements avec ou sans leurs accords. Souvent malgré eux, parce qu'ils expriment justement ce qu'ils ressentent de plus oppressif et de plus dystopique de la société. Un artiste, c'est quelqu'un qui est essentiellement sensible, c'est quelqu'un qui exprime son âme et donc c'est quelqu'un qui va ressortir ce qui le rebute le plus ou ce qu'il adore le plus. Donc, dans l'expression de ça, on se retrouve tous à interpréter ou en tout cas être amateurs de choses qui nous parlent et qui ont un impact dans notre vie. Maintenant, vu que les problématiques sociales évoluent de plus en plus, on est quitté, par exemple, si tu prends le droit des femmes de l'ère MeToo à aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont dans cette sphère d'expression de conditions de la femme, de conditions d'être humain en général. Le mouvement Black Lives Matter, quand c'est venu, bah, des artistes se sont référés par exemple à l'œuvre de Jean-Michel Basquiat ou d'autres œuvres comme l'œuvre de Frida Kahlo qui expriment la condition de la femme et s'en inspirent pour créer d'œuvres nouvelles. L'artiste, c'est quelqu'un qui ne crée pas du tout au hasard. Donc c'est quelqu'un qui vit quelque chose, qui a vécu des choses, qui a vu et voit des choses et qui pense aussi l'avenir. Donc c'est vraiment le témoin
témoin de son temps. Et ce temps-là, il est transversal. Ce temps, il est intemporel en réalité. Donc forcément, l'œuvre évolue comme les consciences évoluent. C'est tout ce que je peux dire. L'œuvre, tout comme les consciences, sont des choses qui sont appelées à évoluer et l'artiste est le témoin de son temps. Donc, le monde des beaux-arts, parce que c'est celui-là que moi je maîtrise le mieux, c'est un monde dans lequel justement les femmes ne sont pas souvent visibilisées, notamment en Afrique et quand on descend un peu plus en Guinée. Mais quand on s'intéresse un peu au domaine, on peut découvrir des pépites qui peuvent servir de figure pour nous. Moi, j'ai juste envie de dire que le couloir de l'art, ce n'est pas un couloir exclusivement dédié au genre masculin. C'est un couloir que tout le monde peut occuper et y insérer un écosystème, une vision de la collaboration artistique. Maintenant, l'impact même qu'on peut avoir en tant que femme, parce que quand tu dis que tu es artiste féminine, les gens peut-être ils veulent que tu dessines toujours des femmes, montrer que les femmes en Afrique souffrent. En fait, il faut être dans un nouvel élan de narration de notre continent. Et on peut être les nouveaux conteurs de l'Afrique. Être un conteur de l'Afrique, c'est transmettre une idée positive de l'Afrique et le transmettre par les canevas qui sont à notre disposition. Un canevas, c'est un support d'expression artistique. Voilà, un canevas, c'est un support de créativité. Donc, on peut utiliser tous les supports que nous voulons, que ce soit cinéma, que ce soit art dramatique, que ce soit art plastique, que ce soit simplement autre chose pour dire comment nous sommes des contemporains et comment nous impactons positivement. Quand on a une idée superbe, il faut la transmettre. Et je pense que la manière de transmettre l'œuvre, donc le produit fini qu'on a créé, c'est ça qui fait l'œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, ce n'est pas que les beaux-arts, c'est toutes les choses qui sont bien faites. Une œuvre parmi mes séries de production que j'apprécie le plus, il y a l'œuvre La Malcane. La Malcane, c'est une œuvre sur l'objectif de développement durable vie maritime et qui s'intéresse à l'écosystème maritime, la flore et la faune. Le nom, c'est la juxtaposition entre les fosses des Mariannes et Malkia, une expression swahili qui veut dire reine. L'idée, c'est vraiment explorer la thématique de réchauffement climatique et s'intéresser aux espèces de flore et de faune vivant sous l'eau. Est-ce qu'il est possible de vivre de son art en Guinée? Je ne pense pas, parce que je pense qu'on est encore sur les questions essentielles de satisfaction de besoins fondamentaux. L'art n'est pas considéré encore dans mon pays comme étant un sujet d'utilité publique. Or, l'art est un sujet d'utilité publique. Quand on parle d'art, on a tendance à l'essentialiser aux questions d'industrie de la musique, qui a sa place et qui est respectable, mais c'est pas que ça. Les couloirs de l'art sont diverses dans toutes les nations. Et tu vois, par exemple, des pays comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Togo, en prendre conscience. Les pays anglophones n'en parlent pas. Eux, ils sont déjà très, très loin dans ça. Récemment, j'ai participé au Africano Filter, les nouveaux conteurs d'Afrique. Je me suis rendu compte que de la liste où je figure, la liste sur laquelle je figure parmi ceux qui changent le narratif africain, j'étais l'une des seules francophones, l'une des seules ouest-africaines. Et c'est quelque chose qui m'a en même temps rendu fière, mais qui m'a beaucoup frustrée parce que quand tu dis d'où tu viens, tu dis la Guinée, on va dire ah, la Guinée, oui, à côté du Sénégal, même dans le domaine de l'art, tu vois. Pourtant, d'où on vient là, notre passé et notre gloire artistique n'avait pas besoin d'être revendiqué. Et ça, on l'a perdu en cours de chemin. Donc, peut-être qu'il faut que l'art redevienne un enjeu public pour que les artistes puissent enfin, en tout cas, considérer qu'ils peuvent vivre de cet art-là. Il faut que ça commence très tôt par l'éducation, par le fait d'appréhender l'art comme étant un bien commun, un bien d'utilité publique, qu'une expression de simple passion par l'artiste. Et il faut éduquer autour de l'art, il faut éduquer les artistes sur leurs droits, sur les canaux possibles pour plébisciter, pour diffuser, pour rendre leur art tout de suite accessible, faire voyager ça, le vendre par tous les canaux, par la manière pécuniaire, ou même le vendre comme moi je le fais sur les réseaux sociaux, simplement transmettre aux autres, avoir l'amour de transmettre aux autres ce qu'on fait, et croire en ça, pas juste considérer que c'est comme moi au départ, que c'est juste une passion et que je m'arrête là. Non, l'art, c'est un monde où on peut spéculer. Le marché de l'art africain a déjà dépassé les 700 millions d'euros aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est un marché dans lequel tout le monde peut avoir sa place. Et
occuper un espace, un couloir. Pour le cas guinéen, je ne connais pas beaucoup de femmes, donc je peux me sentir seule, mais ça peut être une opportunité pour moi de créer effectivement un écosystème qui permette aux autres de s'asseoir. Tu vois, ça passe par décomplexer, ça passe par en parler, ça passe par éduquer, ça passe par démocratiser les mots-clés autour de l'art. Comment les autres marchés s'approprient l'art africain même et comment on s'identifie ça, comment on s'approprie ça. Parce que l'art africain, on a souvent l'impression que tant que l'Occident n'a pas posé son œil dessus, on ne peut pas le considérer. Ça s'appelle le mimétisme artistique, d'accord? Ça s'appelle le désir mimétique artistique. Donc, on considère que si un grand collectionneur occidental voit mon œuvre, l'œuvre devient une œuvre. Moi, je n'ai pas besoin qu'un grand collectionneur occidental voit mon œuvre pour dire que Fatou, tu fais du bon travail. Il suffit que j'y croie et que j'affirme une certaine personnalité et identité et qu'on ne me déclasse pas là. C'est pourquoi il faut que chaque artiste, s'il est conscient de son talent, s'il est conscient de l'impact qu'il veut amener au monde, revendique son espace. S'il n'en est pas conscient, il faut qu'on lui donne les moyens d'en être conscient et de faire son storytelling et se raconter à travers son œuvre, parce que toutes les œuvres ont leur place. Si on prend l'œuvre de Picasso, Pablo Picasso, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup, en tout cas dans l'époque où son œuvre a eu le plus d'impact, qui s'est beaucoup inspiré des œuvres africaines qu'on dit primitivistes. Le terme primitiviste, c'est pour dire que les Africains eux-mêmes ne sont même pas peut-être conscients du travail artistique qu'ils apportent et ils l'ont lié à des cultes. Mais le travail africain, l'œuvre africaine, c'est pas que des cultes. Donc l'artiste, le sculpteur de ces masques-là avait une conscience de processus artistique qu'on lui a enlevé. C'est lorsque par exemple, le cubisme de Picasso, le cubisme, c'est donc emprunter les codes les codes ethniques de peuples d'ailleurs, comme l'Amérique latine et l'Afrique. C'est lorsqu'il a développé son travail artistique autour des œuvres africaines et tout, qu'on a considéré que oui, l'Afrique, Picasso apporte un nouveau courant à l'art contemporain, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il a essentiellement pris et emprunté tous les codes d'art et de masques africains pour faire notamment les Demoiselles d'Avignon. C'est une œuvre emblématique de lui, mais quand tu regardes les Demoiselles d'Avignon, tu sais que le visage, comment c'est assez géométrique, que c'est emprunté du travail du masque de l'Africain d'origine. L'Africain comme le Gabonais, comme le masque fan du Gabon, ou l'Africain comme le Nimba guinéen, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se réapproprie. Donc, à quel moment est-ce qu'on a conscience que aujourd'hui, nos œuvres ne sont pas à nous, ces œuvres-là, en tout cas, ces œuvres dites primitivisme ou œuvres premiers, comme la formulation acceptée de nos jours, c'est d'être conscient qu'on peut les créer et les recréer et en être les absolus détenteurs, usus fructus abusus, quoi. Bon, les juristes ont compris, c'est ça. J'ai beaucoup d'appréhension par rapport à la place de plus en plus grande que prennent les intelligences artificielles de nos jours, notamment dans le travail de création. Le travail de création littéraire et des beaux-arts. Moi, j'ai une conception très puriste de la créativité et je pense que la créativité émane d'abord de nous et à cette particularité-là de venir avec nos âmes, de venir donc avec nos esprits, avec notre sensibilité. Et donc, ce lien assez robotique à, disons, une machine ou une intelligence qui n'est pas humaine, bien que peut-être elle a été créée par des humains, moi j'ai un problème avec ça. Parce que si les intelligences artificielles aujourd'hui peuvent créer ce que nous on peut créer, bah on a du mal à faire la différence finalement. Donc où et est-ce que l'industrie créative artificielle aura cette bonne foi-là de dire et de mentionner, permet de distinguer la création artificielle de la création organique, de la création humaine. Et ça, je ne vois pas forcément, je vois des mentions créées, générées par l'IA, mais tout le monde n'est pas sensibilisé à l'IA. Et l'IA, même la place que ça prend aujourd'hui en Afrique, même dans l'industrie de la création de contenu, je pense que ça va un peu trop vite par rapport à notre niveau de connaissance même de l'outil, à notre niveau de sensibilisation à l'outil. Bon, à titre personnel, je limite au maximum mon rapport à l'IA, bien qu'il m'arrive de l'utiliser dans d'autres choses. Mais l'IA qui crée, pour moi, c'est une IA qui me fait peur. Peut-être que cette
pensée changera un jour. Mais en termes de projet à court terme, je serai à la Biennale des Arts Contemporains de Dakar, la plus grande des biennales en Afrique et qui met la lumière sur les artistes émergents africains et donc appelle aussi les participants à l'écosystème artistique comme les collectionneurs, comme les galéristes, comme les curateurs, comme les commissaires d'art à venir regarder ce qui se fait en Afrique de tous les horizons. Et c'est voilà, c'est un espace qui permet à la créativité de s'exprimer, que ce soit par les beaux-arts ou par la musique ou par le cinéma ou autre chose. Maintenant, à long terme, il y a le projet d'Mbadjala 2 dont la première partie a déjà été exécutée lors du Salon du Livre africain en 2022, je crois. Et lors de ce Salon du Livre africain, j'ai montré une diversité de femmes dans la thématique du Dembadjala qui est beaucoup plus inclusive et qui appelle à l'identité africaine, qui a évolué et donc qui s'intéresse à une étude esthétique et ethnologique de communautés chez nous, notamment de communautés minoritaires, et qui s'intéressent à leur anthropologie et à leur développement et ce qui est en train de leur manquer aujourd'hui. Par exemple, l'atteinte à leur droit à l'administration, l'atteinte au port de leur patronyme et de leur matronyme, et même l'occupation de leur espace territorial et donc forcément de leur culture. Donc voilà, l'idée c'est vraiment aller chercher, produire un travail scientifique de recherche à côté dans un livre-galerie et faire une exposition qui sera accessible au commun des amateurs, mais aussi à la jeune génération par la production de contenu visible à travers, par exemple, des tablettes ou dans les écoles. Donc vraiment, on est dans l'idée de rendre l'art aussi accessible, aussi décomplexé que possible et de nous débarrasser enfin de ce concept élitiste de l'art qui n'a à être admiré, qui n'a à être vu que dans un musée. Chez nous, il n'y a pas de musée, donc il va falloir que nous créions des espaces qui nous ressemblent et qui parlent à nos peuples. Et puis voilà, être ce qu'on est. En mot de fin, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent, qui me lisent, qui m'encouragent et qui participent justement à mon couloir, qui viennent un peu orner ça de leur vie et de leurs âmes. Merci à toutes les personnes qui me boostent au quotidien et qui me font des retours à la fois positifs ou négatifs. Ça m'aide à m'améliorer. Maintenant, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, LVFM Artist sur Instagram ou Let Vagabonde Fatoumata sur Facebook. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. C'est avec grand plaisir que nous discutons avec vous. J'aimerais aussi remercier Kankou Fofana, qui est du coup ma collaboratrice et celle qui s'occupe vraiment de tout le back-office de Let Vagabonde Fatoumata, dans le processus clientèle, dans plein de choses, toute la partie artistique pour préserver mon droit d'auteur. Ça, c'est quelque chose qui est top, donc je lui fais de gros bisous et à très bientôt.